Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers élèves, bienvenue en classe sur votre thème. Donc, c'est l'enseignement secondaire général, la classe de TS expérimental et TSE, la leçon numéro 5, le brassage génétique assuré par la reproduction sexuée et l'unicité génétique des individus. Alors, on a déjà commencé cette leçon, on a déjà fait une partie de la leçon, le monohybridisme. Alors, on va continuer la leçon et la terminer. Nous commençons par le dihybridisme. Le dihybridisme est un croisement dans lequel les deux parents ne se distinguent que par deux caractères. Alors, nous allons voir le dihybridisme avec dominance et gènes indépendants, espérance et résultat. Mendel croise deux variétés pures de poids différents entre elles par la forme et la couleur des graines. L'une à graines lisses et jaunes, l'autre à graines ridées et vertes. Après la récolte, il obtient 100% des graines lisses et jaunes. Alors, l'équation du croisement, nous avons les parents, plan P1 ici des graines lisses jaunes, plan P2 ici des graines ridées vertes. Alors en F1, on a 100% des graines lisses jaunes. Mendel sème les graines F1 et laisse les fleurs s'auto-féconder. Après fructification, il récolte les graines FD. Il constate qu'il y a 4 types de graines, donc 4 phénotypes, souvent présents ensemble dans la même gousse dans les proportions suivantes. 9/16 ou 56,25% des graines lisses et jaunes, 3/16 ou 18,75% des graines lisses et vertes, 3/16 ou 18,75% des graines iridées et jaunes, 1/16 ou 6,25% des graines iridées et vertes. Alors, donc, nous avons ici l'image par rapport à ce croisement-là. Nous avons les parents des races pures, jaune lisse et vert ridé. Alors, on fait la fécondation croisée. On prend le pollen de jaune lisse, on dépose ça sur le pistil de vert ridé, et on prend le pollen du vert ridé, on dépose ça sur le pistil de jaune lisse. C'est ça la fécondation croisée. Et en F1, on obtient, comme vous le constatez, eh bien, toutes les graines sont lisses et jaunes. Alors, donc, on sème ces graines et on fait l'autofécondation. On fait de sorte que le pollen de la fleur, de la même fleur, féconde le pistil de la même fleur. Ouais, c'est ça l'autofécondation. Et nous obtenons une génération F2 qui est composée comme vous le voyez. Alors, donc, vous avez les 9/16 comme vous le voyez. Alors, nous avons les 9/16 des graines. Donc, 9/16 des graines lisses jaunes. Nous avons 3/16 des graines lisses vertes. Nous avons 3/16 des graines iridées jaunes et nous avons 1/16 des graines iridées vertes. Alors, comment peut-on expliquer ces résultats? Le phénotype des individus de la F1 étant l'expression des allèles dominants, on en déduit que les allèles lisses, L majuscule, jaune, J majuscule sont dominants, tandis que les allèles ridés, L minuscule ou R minuscule, et vert, J minuscule ou V minuscule sont récessifs. D'où l'interprétation génotypique suivante. Alors, nous avons les parents. Alors, le génotype L majuscule, J majuscule, J majuscule, croix, L minuscule, J minuscule, J minuscule. Alors, donc, les gamètes, alors, donc, cet individu va produire 100% des gamètes L majuscule, J majuscule, et lui va produire 100% des gamètes L minuscule, J minuscule. Alors, la fécondation en naissance des gamètes va donner L en F1, L majuscule, L minuscule, J majuscule, J minuscule. Alors, donc, nous constatons que l'uniformité des hybrides de la F1 vérifie la première loi de Mendel. Alors, en F2, il apparaît en plus des phénotypes parentaux lisses jaune et ridés vert, deux phénotypes nouveaux. Nous avons lisse vert et nous avons ici ridé jaune. La génération F1 est alors polymorphe, c'est hétérogène. Alors, pour expliquer ces résultats, on peut supposer que lors de la gamétogénèse, chez les hybrides, les allèles des deux couples de caractères, couleur et forme du poids, se séparent indépendamment
l'un de l'autre et se répartissent équitablement dans les gamètes. Sachant qu'un gamète ne peut porter qu'un seul allèle de chaque gène, alors l'allèle L majuscule peut s'associer au hasard avec J majuscule ou avec J minuscule. L'allèle L minuscule peut s'associer au hasard avec J majuscule ou J minuscule. Alors, cette disjonction ou ségrégation indépendante des différents couples de caractères constitue la troisième loi de Mendel ou loi d'indépendance des caractères. Alors, cette disjonction indépendante fait que l'hybride F1 forme 4 catégories de gamètes avec des fréquences égales. Alors, donc, nous avons l'échiquier de croisement qui est là. Et là, alors chaque hybride a formé 4 types de gamètes et qui est probable, 25%, 25%. Vous avez RV, RJ, et LV, LJ. Donc chaque hybride va former ces 4 types de gamètes dans les mêmes proportions. Et ça va donner 16 combinaisons possibles qui sont résumées dans le tableau. Maintenant, si nous regardons cette diagonale, alors elle est constituée d'individus qui sont homozygotes pour les deux caractères, Par contre, si nous considérons cette diagonale, alors elle est constituée d'individus hétérozygotes pour les deux caractères. Maintenant, en considérant les espaces, les cases blanches, nous constatons que ces individus également sont hétérozygotes pour un caractère et homozygotes pour l'autre caractère. Alors, nous passons maintenant au dihybridisme autosomal avec gènes liés. Alors, le linkage, c'est le gène lié, on appelle ça linkage, est une liaison entre deux gènes dont les caractères sont transmis simultanément. Donc, il y a linkage partiel, linkage absolu. Nous allons voir le premier cas de linkage absolu. Expérience 1. On croise une drosophile corps gris, G majuscule ou B+, et L longue, L minuscule ou VG+, avec une drosophile corps noir, G minuscule ou B, et L atrophié, L minuscule ou VG. En F1, on obtient 100% des drosophiles à corps gris et L longue. Alors, les allèles corps gris et L longue sont donc dominants. Alors, donc, nous avons l'image qui est là. Alors, nous voyons que les parents, alors, corps gris, L normal, donc génotype B+, VG+, il va former un seul type de gamète, B+, VG+. Alors, corps black, L vestigial, alors VG, ça c'est son génotype, il va former un seul type de gamète, VG. Alors, la fécondation en unissant ces deux types de gamètes va donner un individu de phénotype corps gris, L longue, de génotype B+, VG+, VG. Alors, ça, c'est le croisement en F1. Alors, l'expérience 2, on réalise une deuxième expérience. On effectue ensuite un croisement de retour entre un mâle hybride et une femelle double récessive homozygote parentale. L'observation des descendants montre l'apparition de 2 phénotypes parentaux du premier croisement dans les proportions statistiques, 50%, 50%. Alors, donc, vous voyez ce croisement en image. Donc, c'est un croisement de retour. Vous avez le phénotype mâle F1 de génotype B+, VG+, croisé avec la femelle parentale des génotypes VG. Alors, donc, ça donne un résultat 50%, donc deux phénotypes équiprobables. Alors, mouche, 50% des mouches à corps gris, L longue, 50% des mouches à corps black, L vestigial. Donc, ça, c'est le croisement de retour. Alors, comment peut-on interpréter un tel croisement? Alors, le résultat du deuxième croisement, c'est surprenant, puisque, selon la loi de disjonction indépendante des caractères, le mâle double hétérozygote devrait former 4 types de gamètes. La femelle double homozygote ne donne obligatoirement qu'un seul type de gamètes. Donc, on devait avoir 4 phénotypes dans les proportions, comme vous le voyez, 25% d'individus à L longue et corps gris, 25% d'individus à L longue, corps noir, 25% d'individus à L vestigial et corps gris, 25% d'individus à L vestigial et corps noir. Alors, les 2 phénotypes nouveaux attendus, L long, corps noir, L vestigial, corps gris, n'apparaissent pas. Ces résultats montrent que le mâle hybride n'a formé que deux types de gamètes. Il n'y a pas eu disjonction indépendante entre les couples d'allèles gris-noir et normal vestigial.
L'allèle gris est lié de manière constante à l'allèle long, l'allèle noir à l'allèle vestigial. Les gènes couleur du corps et longueur des ailes sont liés, c'est le phénomène des linkages. Alors cette liaison entre les gènes s'explique facilement si l'on admet que alors, les gènes sont situés sur le même chromosome. Alors, au cours de la méiose, lors de la séparation des chromosomes homologues, les gènes portés par un même chromosome se déplacent en bloc vers un même pôle cellulaire. Voilà. Par contre, deux gènes qui sont localisés sur des chromosomes, sur des paires de chromosomes différents, alors vont se transmettre de manière indépendante. Alors donc, l'interprétation chromosomique qu'on va donner à ce croisement. Alors donc, ici, nous voyons qu'il y a une seule paire, les deux gènes sont situés sur une seule paire de chromosomes. Alors donc, le phénotype, les parents, le phénotype drosophile corps gris L long a pour génotype B+, VG+, B+, VG+. Alors, croisé avec drosophile corps black L vestigial a pour génotype BVG, BVG. Alors donc, corps gris L long va donner un seul type de gamète, B+, VG+. Alors, corps black L vestigial va aussi donner un seul type de gamète, BVG. Alors, la fécondation en unissant les deux va donner alors un individu F1, B+, VG+, BVG. Donc, 100% des drosophiles corps gris à L long. Alors, donc, le croisement des retours va nous donner, alors, mâle hybride corps gris L long. Donc, ça va donner B+, VG+, BVG comme génotype. Croisé avec la femelle parentale corps black L vestigial va donner, son génotype c'est BVG, BVG. Alors, le mâle hybride va former deux types de gamètes équiprobables. Alors, B+, VG+, 50%, BVG, 50%. Alors, la femelle va former un seul type de gamète, alors BVG. Alors, donc, l'échiquier du croisement montre les différentes combinaisons possibles. Alors, donc, ça fait deux combinaisons possibles. Alors, donc, vous avez ici B+, VG+, alors BVG. Alors, corps gris, L long. Alors, donc, nous avons ici BVG, BVG, corps black, L vestigial. Donc, ce qui confirme les résultats expérimentaux. Alors, nous passons au cas des liaisons partielles. En expérience, on croise une femelle hybride, cette fois-ci, une femelle hybride F1 avec un mâle homozygote double récessif de l'expérience précédente. Contrairement aux résultats attendus, on obtient en effet 4 phénotypes avec les proportions statistiques suivantes. 41,5% des drosophiles à L long et corps gris, 41,5% des drosophiles à L vestigial et corps noir, 8,5% des drosophiles à L long et corps noir, 8,5% des drosophiles à L vestigial et corps gris. Alors, comment interpréter un tel résultat? Interprétation, notion de recombinaison ou de crossing over. Ces résultats ne correspondent ni à une disjonction indépendante qui aurait conduit à 4 phénotypes équiprobables, 25% dans chaque cas, ni à une liaison absolue qui aurait donné 2 phénotypes équiprobables également. Alors, il faut penser à une liaison partielle entre les gènes dans le cas où l'individu hybride est femelle. Alors, donc nous avons le croisement ici. La liaison entre les deux allèles gris-noir ou noir vestigial n'a été absolue que dans 83% et 83% des cas. 41% plus 45%, ça fait 83% des cas. Alors donc, nous avons le croisement des retours. La femelle F1 est de génotype B+, VG+, BVG, croisé avec le mâle double récessif de génotype BVG. Alors, nous constatons qu'il y a 2 combinaisons parentales. 41,5% des mouches à corps gris et L long, 41,5% des mouches à corps noir et L vestigial, et maintenant des types recombinés maintenant, des phénotypes recombinés, 8,5% des mouches à corps noir et L long, et 8,5% également des mouches à corps gris L vestigial.
Alors, donc, l'hypothèse maintenant de crossing over. Nous avons émis l'hypothèse de crossing over pour pouvoir expliquer cela. Alors, nous avons les chromosomes homologues de l'hybride. Donc, nous avons les deux chromosomes homologues. Voilà un chromosome, voilà l'autre chromosome. Alors, les chromosomes portent les allèles. Voyez? Alors, donc, ici, il va y avoir croisement des chromatides et échange des segments. Donc, croisement des chromatides, échange des segments. Alors, on obtient dans ce cas, alors, 4 chromatides avec 2 chromatides recombinés. Donc, voilà une chromatide recombinée, B plus VG. L'autre chromatide recombinée, ça devient BVG plus. Alors, donc, l'explication du crossing over. Alors, donc, nous avons ici les chromosomes bichromatidiens. Alors, les chromatides sœurs vont échanger, il va y avoir un chiasma ici, croisement entre les chromatides sœurs. Et ces chromatides vont se séparer en échangeant des segments. Et on obtient alors des chromatides des chromatides recombinés. Alors, en conclusion, c'est un cas de crossing over dû au linkage partiel. On déduit qu'il y a eu 17%, donc 8,5% plus 8,5% des recombinaisons et que le taux de recombinaison est de 17% ou 17 centimorgans. Alors, ce taux de recombinaison permet de déterminer la carte factorielle, c'est-à-dire la représentation linéaire des gènes sur le chromosome. Il suffit seulement de tracer un trait et des places qui représentent le chromosome et de placer les gènes sur ce chromosome-là en considérant bien sûr les calculs, les nombres, les chiffres calculés, les distances calculées qui sont là. Alors, donc, nous passons au tableau résumant les proportions du dihybridisme avec codominance, dihybridisme avec un gène dominant, l'autre codominant et le back-cross. Alors, donc, nous avons le tableau. Alors, donc, vous avez la codominance. Alors, situation des gènes, gènes indépendants. Nous avons ici 9 phénotypes avec 16 combinaisons. Donc, dans les proportions 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Alors, dans le cas des gènes totalement ou partiellement liés. Alors, donc, nous avons ici les proportions 1 quart et 1 demi. Maintenant, dans le cas où un gène est dominant, l'autre est codominant. Donc, situation des gènes, gènes indépendants. Nous avons également 6 phénotypes et avec 6 combinaisons. Alors, dans les proportions 6, 3, 3, 2, 1, 1. Alors, donc, avec gènes totalement ou partiellement liés, alors nous avons 4 phénotypes équiprobables. Alors, donc, dans le cas du back-cross, le back-cross, alors en F1 croix parent récessif avec gènes indépendants, nous avons également 4 phénotypes. Ça donne une proportion de 4 phénotypes équiprobables également. Alors, avec F1 croix parent récessif, gènes totalement liés, alors on a 2 phénotypes équiprobables. Alors donc, toujours dans le back-cross, F1 croix parent récessif, gènes partiellement liés, alors le pourcentage des types parentaux est supérieur au pourcentage des types recombinés. Alors donc, nous avons également F1 croix parent dominant homozygote. Alors, on a 100% d'individus présentant le phénotype du parent dominant. Alors, nous avons également, dans le back-cross, gènes totalement liés. Alors, pourcentage des types parentaux supérieur au pourcentage des types recombinés. Alors, dans le cas des test cross, alors, individu de la F2 à phénotype dominant croisé avec un sujet récessif, alors on a un demi-phénotype dominant et un demi-phénotype récessif. À ce moment, l'individu testé est hétérozygote. Alors, donc, toujours dans le test cross, un individu de la F2 à phénotype dominant croisé avec un sujet récessif, alors on a 100% des phénotypes dominants. Alors, dans ce cas, l'individu testé est homozygote. Alors, donc, brassage génétique. Il y a 2 types de brassage intrachromosomique et brassage interchromosomique. Nous allons voir d'abord brassage intrachromosomique. Il s'agit de l'échange des patrimoines génétiques entre 2 chromatides non sœurs, c'est-à-dire les 2 chromatides de 2 chromosomes homologues, maternels et paternels. Cet échange s'est fait pendant l'appariement des chromosomes homologues en tétrade lors de la méiose pendant la prophase 1 au niveau du chiasma. Il s'est créé de nouvelles combinaisons d'allèles par rapport aux combinaisons parentales.
Alors, donc, nous avons le schéma du crossing ovaire. Alors, donc, nous avons les deux chromosomes appareillés, donc apparemment des chromosomes homologues. Vous voyez? Et ensuite, maintenant, il y a enchevêtrement ici. Vous voyez? Enchevêtrement des chromatides non sœurs. Alors, les deux chromosomes vont se séparer. Les deux chromatides vont échanger leurs segments. Voilà les segments échangés qui sont là. Voilà. Alors donc, on obtient finalement en télophase 2, alors on obtient directement deux chromatides qui sont recombinés. Alors, brassage, s'agissant du brassage interchromosomique, la répartition des chromosomes à chaque pôle cellulaire a lieu de façon aléatoire, sans considération d'origine maternelle ou paternelle des chromosomes. Il en résulte un brassage interchromosomique, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles combinaisons de gènes portées par les chromosomes maternels et paternels. Alors donc, vous avez une illustration de ces brassages-là. Donc, nous avons ici, les deux chromosomes ici, vous avez deux chromosomes. Maintenant, en division réductionnelle, en division réductionnelle, nous constatons que le grand chromosome noir et le petit chromosome rouge vont d'un côté et le grand chromosome rouge et le petit chromosome bleu vont d'un côté. Donc, ce qui fait 4 gamètes avec deux types de gamètes. Et il peut y avoir également que le grand chromosome bleu et le petit vont d'un côté et le grand chromosome rouge et le petit également vont d'un côté. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, tout ça, c'est le brassage interchromosomique. Maintenant, les mutations. Les mutations également sont source de diversité. On appelle mutation un changement brusque et transmissible du matériel génétique. Elle affecte la séquence nucléotidique d'un gène, à ce moment c'est une mutation génique, ou le nombre ou la forme des chromosomes, à ce moment c'est une mutation chromosomique. Alors ces mutations peuvent être localisées au niveau d'un triplet de nucléotides. On appelle ça mutation ponctuelle ou plus étendue, addition ou perte de longues séquences de nucléotides. Alors, le tableau suivant va présenter les principaux types de mutations ponctuelles. Alors, donc, nous avons ici 4 types de mutations ponctuelles. Nous avons la substitution, la délétion, l'insertion, l'inversion. Voilà. Maintenant, s'agissant de la substitution, c'est le remplacement d'un nucléotide par un autre nucléotide. Donc, dans notre cas ici, le nucléotide qui a été remplacé, c'est en rouge. Donc, qui est venu remplacer. Donc, c'est le 8e nucléotide T a été remplacé par un nucléotide adénine. Alors, nous constatons que, en comparant la séquence qui a été synthétisée à la séquence originale, nous constatons que l'acide glutamique a été remplacé par la valine. Alors donc, la conséquence, on peut avoir une mutation silencieuse s'il n'y a aucune conséquence, ou neutre si la protéine reste toujours active, ou faux sens si elle n'est plus active. Alors donc, nous avons la délétion qui veut dire une perte de nucléotide. Alors donc ici, le nucléotide G, 4e nucléotide, a été perdu. Alors, donc, la conséquence sur la séquence des protéines, alors nous voyons que le 2e acide aminé, qui était la proline, a été remplacé par la leucine et le 3e acide aminé n'a pas été synthétisé. Alors donc, conséquence de la mutation, il y a décalage du cadre de lecture, alors la protéine devient non fonctionnelle. Alors, nous avons l'insertion. L'insertion, c'est l'ajout d'un nucléotide. Alors donc, il y a eu un nucléotide AG qui a été inséré entre le 5e et le 6e nucléotide. Alors donc, c'est qui la conséquence sur la protéine. Alors, nous avons le premier acide aminé a été synthétisé, et il y a apparition d'un codon non-sens. Alors, donc, conséquence, vous avez décalage. L'introduction a provoqué un décalage du cadre de lecture et la protéine est non fonctionnelle. C'est une mutation non-sens. Alors, donc, vous avez l'inversion. L'inversion, c'est le retournement. Donc, cette inversion concerne le 2e triplet. Alors, si vous regardez très bien la séquence originale, A se trouve en fin du 2e triplet, alors qu'ici, A se trouve en début du 2e triplet. Donc, il y a eu retournement. Alors, ce retournement, la conséquence sur la protéine, c'est que le 2e acide aminé
la proline a été remplacée par la serine et l'acide glutamique a été maintenu. Donc ici, les conséquences de la mutation, c'est variable selon les résultats. Alors donc, comment dirais-je, la sérine qui est venue ici, si le fait de mettre la sérine a modifié la fonction de la protéine, alors donc ça devient alors une mutation faux sens. Si la fonction n'a pas été modifiée, alors ça devient une mutation neutre. Alors, remarque, la mutation est dite silencieuse lorsqu'un codon est remplacé par un codon qui code pour le même acide aminé. Elle n'a aucune conséquence sur la protéine, nous l'avons déjà dit. Si la mutation entraîne la modification d'un ou plusieurs acides aminés n'intervenant pas dans la fonction de la protéine, elle est dite neutre. Par contre, si la fonction de la protéine est modifiée, elle est dite faux sens. Alors, donc une mutation non-sens correspond au remplacement d'un codon par un codon non-sens. À l'origine de l'arrêt, qui sera à l'origine bien sûr, de l'arrêt de la synthèse de la protéine. Elle aboutit à la synthèse d'une molécule le plus souvent non fonctionnée parce que la molécule n'est pas totalement synthétisée. La substitution correspond à une transition. Si une base pyrimidique remplace une autre base pyrimidique ou si une base pyrique remplace une base pyrique. Elle correspond à une transversion si une pyrine remplace une pyrimidine. Alors, nous venons maintenant à la diversité génétique et l'unicité des individus. Chaque organisme est caractérisé par son génome. Constitué d'un grand nombre de gènes, ces gènes sont généralement polyalléliques. C'est-à-dire, ils peuvent exister sous différentes formes ou allèles, distincts les uns des autres par leur séquence de nucléotides. La diversité de ces allèles est à la base du polymorphisme génétique. Ce polymorphisme génétique est responsable, à travers la reproduction sexuée, de la naissance de génération en génération d'individus génétiquement différents. En effet, au cours de chaque méiose, le brassage intrachromosomique suivi du brassage interchromosomique font que chaque méiose est unique et par conséquent que chaque cellule haploïde, chaque gamète possède un génome unique. La fécondation, caractérisée par la rencontre aléatoire des gamètes, amplifie considérablement le brassage génétique dû à la méiose. Chaque organisme présente ainsi une association unique des gènes de l'espèce, n'ayant jamais existé et qui ne se reformera pas dans l'avenir. Chaque individu possède une combinaison unique des allèles, des gènes de l'espèce et est donc unique génétiquement, d'où l'expression unicité génétique. Notez bien, un gène est polymorphe lorsqu'il existe au moins deux allèles avec une fréquence supérieure à 1% au sein d'une population. Je vous remercie.